Alors effectivement, sur le plan des réformes, comme je l'ai évoqué précédemment, le principal point, c'est qu'en fait, on se pose, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'en fait, toutes les réformes en cours vont réellement s'attaquer au problème de la prise de risque? Et il semblerait que non. C'est-à-dire qu'effectivement, les mesures évoquées, elles vont toutes renforcer. Évidemment, pour les banques, prendre des risques va devenir plus coûteux, c'est indéniable, mais elles peuvent prendre des risques. Et le problème qui se pose dans le secteur bancaire, c'est le problème de l'histoire, de ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé notamment durant la crise. Et ce qui s'est passé durant la crise ne présage pas d'un futur très optimiste en matière de limitation de prise de risque. Alors pour essayer d'expliquer ça clairement, le secteur bancaire, depuis les années 30, bénéficie en fait de ce qu'on appelle une garantie implicite de l'État. Et ça, on peut dire que quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis, puisqu'on se rappelle de la crise financière aux États-Unis, mais ça a été également le cas en Europe, le secteur bancaire, il est de facto protégé par l'État. Donc, aux États-Unis, on appelle ça le too big to fail. En Europe, on va appeler ça les liens implicites entre l'État et le gouvernement qui existent depuis très longtemps. Le constat, c'est le même, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'État ne veut pas laisser tomber ses banques. Aux États-Unis, on est donc, pendant la crise, il faut savoir que les banques qui ont été sauvées, qui ont été affectées le plus par la crise, ce sont les banques d'investissement, qui a priori ne devaient pas du tout bénéficier des mesures de filet de sécurité. Donc on voit bien que même lorsqu'elles ne sont pas supposées en bénéficier, lorsqu'en fait une crise s'emballe, de peur des conséquences, puisque là en fait la peur qui existait et qui était réelle, c'est que les banques d'investissement, puisqu'elles allaient mal, allaient contaminer les banques commerciales et donc on allait arriver à une crise systémique. Donc pour couper court à ça, on est donc venu au secours de banques qui a priori n'étaient pas supposées être sauvées. Pour mettre fin à cette garantie, pour essayer d'envoyer un message au marché pour dire que cette garantie implicite n'allait pas être toujours là, le gouvernement américain, effectivement, a voulu faire, Lehman Brothers a voulu le transformer en exemple pour dire, voilà, on en a sauvé déjà, mais on ne va pas sauver celle-là. Mais les conséquences du non-sauvetage de Lehman Brothers ont été telles que aujourd'hui, on est en droit de se dire que la plupart des opérateurs sur le marché savent très bien que si le gouvernement américain et la Banque centrale américaine se retrouvaient dans ces conditions-là, elles n'agiraient pas de la même façon. Parce qu'on a bien compris finalement, elles ont un petit peu regretté leur décision. Donc aujourd'hui, le post-crise est encore plus dangereux, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne pense que si la même crise se reproduisait, le gouvernement agirait de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois-ci, il irait en fait sauver tout le secteur. Et au niveau européen, l'idée est la même. Donc, la garantie implicite, elle est encore plus étendue qu'avant. Donc on ne voit pas pourquoi les opérateurs privés, des banques privées, se comporteraient différemment dans le futur. Donc c'est-à-dire que s'il y a des conditions réunies pour que la prise de risque se fasse, on ne voit pas pourquoi les normes qu'on a évoquées précédemment la limiteraient. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question d'avoir un point de vue plus radical, et notamment le point de vue plus radical, c'est de se dire qu'il faut en finir avec les garanties implicites. Et en finir avec les garanties implicites, c'est très compliqué puisqu'il y a un historique qui est là, donc couper court à un historique, c'est difficile. Donc il faut rompre avec le système actuel, donc être assez radical. Une forme pour rompre avec ce système qui a existé jusqu'à aujourd'hui, ce serait effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle le prêteur en dernier sort, qui est le rôle joué par la Banque centrale en général. Et pour ça, il faudrait en fait privatiser ce rôle. Donc la Banque centrale qui en général fait de la politique monétaire et puis éventuellement est prêteur en dernier sort en cas de difficulté, eh bien là on pourrait très bien dissocier ce rôle, faire en sorte qu'elle continue à faire la politique monétaire, mais rendre au secteur privé la partie prêteur en dernier sort. Ce qui a existé en fait, il faut bien le savoir, historiquement aux États-Unis avant que la Fed n'existe.
Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une utopie, mais c'est quelque chose qui a existé, quelque chose qu'on a abandonné pour plein de raisons qu'on ne peut pas traiter ici, mais voilà. Et pour la deuxième partie, donc ça c'est la partie, on fait en sorte qu'on va envoyer un message comme quoi le prêteur en dernier sort devenant privé, eh bien lui, il a des ressources limitées, contrairement au gouvernement, donc effectivement on peut croire davantage qu'il n'assistera pas tout le monde, qu'il ne sauvera pas tout le monde. Et la deuxième partie en fait d'une réforme plus radicale, ce serait de se poser la question du problème de gouvernance au sein des banques. Et notamment, on voit bien que la prise de risque, elle existe parce que il faut savoir que quasiment la majorité du système bancaire et financier est régie par ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Donc les actionnaires ne sont responsables que de leur investissement. Et du fait de cette limitation, effectivement, leur exposition au risque est également limitée. Donc, à nouveau, il s'agirait, on voit bien que l'actionnaire pourrait réellement avoir un rôle de contrôle dès lors que sa responsabilité est totalement engagée, ce qu'on appelle la responsabilité illimitée. Alors, il y a toujours une solution de compromis, puisqu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité élargie, qui est donc entre la limitée et l'illimitée, et qui a existé également aux États-Unis jusqu'à la crise des années 30 et qui met en cause l'actionnaire pour plus que son montant initial d'investissement. Pourquoi est-ce que ça peut être une solution aujourd'hui intéressante, même si elle est très peu envisagée? Pareil, parce que comme on revient dans le passé, on a l'impression que c'est une solution du passé qui ne peut pas être réexploitée. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on est dans un système de responsabilité limitée, c'est les créanciers en fait, qui vont réellement surveiller les banques pour... Elles augmentent la prime de risque en fonction des risques pris. Et le problème, c'est qu'avec la sophistication des produits qui sont créés par les banques, les créanciers eux-mêmes ne sont pas forcément en mesure de comprendre toute la complexité du risque. Et on l'a bien vu avec la crise. Donc c'est pour ça que pour vraiment guérir le mal de la prise de risque, il faut aller au départ, c'est-à-dire celui qui, en tant qu'actionnaire, en fait, ne veut pas prendre plus de risques. Et pour ça, il n'y a pas vraiment d'autre système que d'avoir un système de responsabilité élargie. Alors effectivement, certains vous diront que ce sont des réformes utopiques, puisque c'est des réformes ce sont des systèmes qui existaient dans le passé et qu'on a abandonnés, et on a l'impression que de les avoir abandonnés, c'était parce qu'on allait vers un mieux. Je pense que là, c'est sous-estimer en fait les raisons pour lesquelles on les a abandonnés, et puis oublier que ce n'est pas parce qu'on a abandonné certaines choses qu'on ne devrait pas y réfléchir à nouveau. Voilà.